Qui a fait son bac et sa maîtrise à l'UQAM en sciences biologiques et ensuite passé à l'Université de Manitoba pour faire son doctorat. Martin Girardin, qui travaille présentement juste en face au CFL. C'est je dirais, un chercheur associé au CEF depuis très longtemps. Il a formé plusieurs étudiants du CEF. On l'entend parler dans les médias aussi. Il y a toutes sortes de contributions intéressantes au niveau du CEF. Puis son expertise en climat, les feux, est notoire. Puis justement, ce n'est pas un accident qu'il est aussi éditeur en chef de la revue International Journal of Wildlife Fires. Wildland Fire. Wildlife Fires, ouais, c'est ça. Fait que, aujourd'hui, Martin va nous parler de l'aridité historique, de ses effets sur les feux, la forêt boréale au Canada. Fait que je t'invite maintenant, Martin, à prendre la parole, puis on va écouter attentivement. Puis bonjour aussi aux gens en ligne. OK, ben merci beaucoup de l'invitation. Je pense que c'est la première fois que je donne une conférence ici à l'Université au CEF en genre 20 ans de carrière. C'était temps de... Ouais, ben l'année passée, je suis allé à l'UQAM, puis je pense aussi que c'était la première fois. Fait que non, je sors pas souvent de mon trou, comme on dit. Fait que juste pour remettre Marc est revenu sur ma formation, mais dans le fond, juste pour dire que j'ai l'air d'un gars de 30 ans, j'étais dans un club cycliste le vendredi passé, puis tout le monde me disait, ah, tu sais, dans quelle moyenne, toi, dans la trentaine, tu vas aller bien plus vite. C'est comme, non, excuse, j'ai 50 ans, là, je pense déjà à ma retraite dans des années qui viennent, là, fait que non, fait que mes formations, ben, tu sais, mon doctorat, j'ai fini en 2005. Puis j'ai fait juste un petit postdoc avec Frédéric Roulier qui était ici à l'époque. Dans le temps, je pense qu'il n'avait même pas bâti. C'était dans l'Abitibi-Price. Puis finalement, c'est ça. Je suis traversé de l'autre côté en décembre après quelques mois. Fait que le Centre de forêt historique des Laurentides, on l'a déjà expliqué. Donc, par-dessus ça, dans le fond, je suis aussi dans les partenaires du Laboratoire international associé sur les forêts froides, qui est un regroupement d'universités puis d'organismes gouvernementaux, surtout France-Québec, dans le fond, qui est notamment axé sur l'historique, l'écologie historique, dans le fond, ou dynamique historique des forêts. Donc, surtout un groupement UQAM, UQAT, Université Montpellier, Université à Besançon aussi, qui est fortement impliquée maintenant. Mais ça regroupe des gens à l'UQAR. Bon, c'est un peu là-dessus. Et puis, ça, on en a parlé déjà. Donc, pour tout de suite entamer avec le sujet, dans le fond, je ne savais pas trop de quoi parler. Fait qu'on m'a mentionné de juste parler de mes recherches. Fait que, bon, OK. Fait que j'ai décidé de juste un peu diviser ça en 4 thèmes. Donc, ma formation à l'époque à la maîtrise dans les années 90, c'était sur la dynamique du mélèze, des tourbières à mélèze, dynamique des tourbières à mélèze en Abitibi. Il y avait un gros aspect dendro là-dedans. Et puis, c'était déjà en partant, il y avait un volet historique parce que c'était la reconstitution des épidémies d'insectes à l'époque, durant le 20e siècle en Abitibi, notamment avec la tentraide. Et puis, par la suite, dans ma formation au doctorat, c'était les reconstitutions des sécheresses passées par la dendro, puis essayer de faire le lien avec les changements dans l'activité des feux qui avaient été observés depuis 300 ans sur l'Est du Canada. Donc, la dendro, je l'ai dans le sang depuis quand même presque 30 ans. Et puis, dans les années 2010 environ, je me suis greffé au groupe de recherche en paléo parce qu'eux commençaient à ramasser des séries temporelles de façon importante. Et puis, j'avais déjà pas mal de connaissances dans l'analyse d'événements extrêmes, puis toutes sortes de choses avec des séries temporelles que je faisais. Puis, c'était comme un bon mariage avec ce groupe-là. Puis, depuis ce temps-là, on a continué de collaborer beaucoup. Fait que c'était un peu, puis récemment, avec au côté génétique, avec Nathalie Isabelle, puis Jean Bousquet, Claire Despardieu, puis d'autres gens, on a développé aussi plusieurs collaborations à ce niveau-là. Donc, je vais parler un peu de tout ça.
Et puis, pour les feux de forêt, dans le fond, 2023, ça a été comme vraiment. Il y en a qui vont mentionner, par exemple, 2023, c'est comme c'est-tu le tournant, puis tout ça. Au point de vue, dans le fond, étendu, puis importance, c'était une année importante, mais moi, dans ma carrière, moi, ce qui a vraiment marqué, c'est 2016 avec le feu de Fort McMurray, qui là, a apporté vraiment beaucoup de changements. Par exemple, avant 2016, on pouvait compter le nombre de chercheurs sur les feux pratiquement au Canada au niveau universitaire sur une main pratiquement. Ça l'a comme ouvert un peu, ça l'a amené une conscience du problème à la grandeur du pays, un nouveau financement et tout ça. Fait que ça a vraiment fait décoller des nouveaux programmes. Fait que moi, c'était un peu cette année-là. Puis de Fort McMurray, c'est l'événement qui aura coûté le plus cher de l'histoire au Canada. Et puis là, l'an passé, de Jasper, le feu de Jasper, ça rentre maintenant au 9e rang. Là. Fait qu'il vient de. Fait que là, dans l'histoire canadienne, on a 2 événements extrêmes qui sont liés à des feux. Les autres, c'est pas mal toutes des inondations. Puis pourquoi s'intéresser à la paléo? Ben, le climat, c'est pas quelque chose qui est stationnaire puis qui change. Le changement qu'on vit actuellement, c'est pas nouveau. Il y a eu d'autres changements dans le passé, notamment au courant de l'Holocène. Il y a des périodes qui ont été plus chaudes qu'à l'actuelle. Donc, on parle entre autres, par exemple, la période de 6000, de 8000 à 6000 ans environ, qui était un peu plus d'1 degré plus chaud que l'actuel en moyenne, avec des différences par contre au niveau saisonnier. Par exemple, le contraste entre l'hiver puis le printemps, des températures étaient de beaucoup plus grande amplitude qu'à l'actuel, mais c'est quand même, il y a quand même des questions intéressantes à aller voir. Qui en était avec la forêt durant ces périodes-là qui étaient très différentes d'aujourd'hui. Puis c'est un peu une partie de ma présentation qui va être axée là-dessus. Donc, notamment avec la paléo, qu'est-ce qu'on fait dans le fond avec la paléo? Ben, c'est échantillon. Nous autres, dans le fond, essentiellement, c'est la majorité des travaux qu'on fait, c'est l'échantillonnage de sédiments lacustres, donc des petits lacs, souvent qui ont à peu près 200 mètres de diamètre, dont l'extrait des séquences. Donc, c'est plusieurs carottes qui sont jointées une après l'autre pour aller chercher, dans le fond, l'historique de la forêt jusqu'à la dernière glaciation. Donc, souvent, ça peut être des séquences qui vont faire 1,5 m jusqu'à 7 mètres de profondeur, par exemple, dans certains cas. Et puis, l'idée ensuite, c'est de coupler ça avec d'autres données, par exemple, comme on a fait récemment des données archéologiques pour essayer de comprendre le lien avec les fluctuations de la densité d'utilisation des populations humaines puis l'utilisation du territoire. Ça. Puis en général, on fait ça, de notre côté, on fait ça l'hiver parce que les conditions sont meilleures pour ce genre de travail-là. Donc, en quoi est-ce que ça consiste? Bien, une fois que les séquences sont récoltées, dans le fond, on coupe les séquences de sédiments en échantillons d'à peu près 1 cm ou 5 mm, dépendamment de la résolution qu'on veut. Et puis, l'idée derrière ça, c'est d'aller extraire les pollens, les charbons, les compter, identifier les macro-restes, dater les séquences. Et puis, après ça, il y a une panoplie d'analyses statistiques qui peuvent être faites pour constituer l'historique des feux de la végétation. Donc, à travers les différentes études que le groupe a faites, plus récemment le laboratoire international, mais avant ça, c'était d'autres initiatives. Donc, ça a amené un peu à ce qui est illustré par cette carte ici. Donc, les points en noir, c'est en général des travaux que le laboratoire a fait, sauf à l'exception de quelques points dans l'Ouest canadien, par exemple au Yukon ou à Colombie-Britannique, qui sont des partenaires qu'on a au Service canadien des forêts avec Kendrick Brown, entre autres. Et puis, bon, il y a d'autres points qui ont été faits avec qui sont existants déjà dans la littérature, mais il y en a certains qui sont abandonnés parce que la méthodologie n'était pas nécessairement compatible avec ce qu'on fait actuellement. Donc, pour l'instant, ça donne une idée de ce qu'on a au Canada comme genre de données. Et puis ça, ces travaux-là, c'est en général fait par des étudiants là, lors de leur thèse de doctorat ou leur mémoire de maîtrise. Donc, c'est des petits projets locaux, puis à la fin, on ramasse puis on fait une synthèse. Donc, souvent, mon implication dans ces travaux-là, c'est souvent à la fin pour avoir un portrait général d'une région d'études en particulier. Chose que les étudiants ne font pas tout le temps parce que c'est pas vraiment dans leur projet. Donc, le premier travail que je voulais peut-être présenter, dans le fond, c'était juste pour amener la perspective d'une étude qu'on avait publiée en 2013 qui portait sur l'analyse
des tendances depuis à peu près 8000 ans dans la forêt mixte, puis la comparer avec ce qu'il en était dans la forêt un peu plus nordique coniférienne. Et puis, ce qu'on avait, entre autres, documenté, c'était les changements temporels dans la fréquence des feux. Donc, ici, si on regarde, par exemple, la figure en haut, c'est l'évolution du nombre de feux par période de 1000 ans, par exemple, durant les 8000 dernières années. Puis, donc, ici, c'est en zone qu'on considère purement coniférienne. Et ce qu'on voit, c'est, dans le fond, depuis 2000 ans, une diminution de l'activité des feux. Donc, le nombre de feux par 1000 ans diminue. Si on regarde la figure en bas, c'est le nombre de feux encore, mais dans une forêt mixte. Et puis, ce qu'on note, c'est que dans la forêt qui est plus mixte, dans le fond, on a plutôt une stabilité dans le nombre de feux. Donc, il n'y a pas vraiment de changement. Et puis, ce qu'on a essayé de comprendre, c'est est-ce qu'il y avait un facteur climatique là-dedans? Donc, la courbe en rouge, la troisième figure, ce sont des simulations de ADCM3. Donc, c'est un modèle climatique qu'on utilise normalement ces modèles-là pour projeter le climat dans le futur, mais depuis plusieurs années, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour essayer de simuler les climats passés. Et puis ça, il faut dire que ça remonte à il y a plus de 15 ans, ces travaux-là. Donc, à cette époque-là, c'était des snapshots. Donc, on prenait un modèle, on le faisait rouler par exemple, à l'âge 21 000 ans avant aujourd'hui, on connaissait les paramètres orbitaux, la concentration de CO2, on connaissait l'étendue des glaces. Donc, on rentrait ça dans les modèles et les gens simulaient, puis ça nous donnait une simulation d'à peu près 100 ans. Puis on répétait ça à chaque 1000 ans. Et donc, cette figure-là, dans le fond, c'est comme un point à chaque 1000 ans. Puis là, ben, c'est juste comme tracé. Il y a une discipline qui a été mise pour essayer de compléter le tout, mais c'est assez rudimentaire là, ce qui était à l'époque. Puis, ça, c'était fait par le fait que, dans le fond, il n'y avait juste pas de puissance de calcul des ordinateurs comme aujourd'hui. Donc, mais déjà, on avait vraiment une représentation flagrante du lien entre ce qui est représenté ici, qui est la moyenne saisonnière de l'indice de stress canadien du suivi de danger de feu. Donc, c'est vraiment le draw code, c'est ce qui est le mieux corrélé avec l'activité des feux en général au niveau saisonnier. Et puis, ce qui se passe en forêt coniférienne, on a vraiment une belle courbe qui se suit. Et puis, ce qu'on a comme postulé pour ce qui était de la forêt mixte, c'était que, dans le fond, durant la fin de l'Holocène, vers 2000 ans avant aujourd'hui, il y a eu une néoboréalisation et donc un accroissement de la densité du conifère dans le paysage. Et puis, malgré que les conditions étaient de moins en moins sèches, le fait que le conifère ait pris plus de place a amené des conditions qui étaient plus propices au feu. Fait que ça a comme balancé le fait que le climat devenait de plus en plus humide. Puis qu'on s'est retrouvé avec une activité de feu qui était relativement constante dans le temps. Donc ça, c'est la première chose que je voulais amener. Dans le fond, maintenant, le deuxième point que je voulais montrer. Donc, ce qu'on parle dans la forêt mixte, c'est que dans le fond, récemment, on aurait eu une augmentation dans le fond, on aurait eu une boréalisation depuis 2000 ans. Et puis, on a d'autres processus aussi qui se sont déroulés plutôt à l'écotone boréale prairie. Ça, dans le fond, cette région-là, ça fait plus de 10 ans qu'on était sur son cas. Dans le fond, on avait échantillonné en 2010, puis l'étude, on l'a publiée l'an passé. Et puis, pourquoi qu'on a, dans le fond, publié, c'est que dans le fond, en 2021, la région a connu sa plus forte activité de feu de l'histoire avec énormément d'évacuations, des coûts importants en dommages, en prévention, en suppression des feux. Donc, ça a comme stimulé un peu de remettre l'étude sur les rails. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a échantillonné, à l'époque, on avait échantillonné 6 lacs différents qu'on avait ensuite analysé à très haute résolution. Ce sont des séquences qui étaient de 5 à 7 mètres avec une résolution qu'on a fait à 5 mm. Donc là, on a vraiment une résolution annuelle de presque environ 12 ans en moyenne sur les feux. Puis ce qui est intéressant dans le fond, c'est que là, en faisant l'amalgame de ces différentes données-là, des 6 lacs différents, on arrive vraiment à identifier pas juste des pics, mais dans le fond, des périodes où l'activité de feu était vraiment importante par rapport au reste du temps, chose qu'on n'avait pas vraiment avant parce qu'on était plus dans le bruit. Là, on est vraiment plus dans le bruit. Dans le fond, ici, c'est la courbe avec l'intervalle de confiance pour la moyenne de 95 %. Puis, on est vraiment on est capable de vraiment dégager des périodes de feu où on est à peu près certain qu'il se passait quelque chose. Donc, éventuellement, si, par exemple, on avait des données
par exemple, sur des éruptions volcaniques ou des choses comme ça qui iraient à très lointain dans le temps, on serait probablement capable de faire certains liens, choses qu'on ne peut pas faire encore parce qu'on ne connaît pas tous les processus qui ont influencé la variabilité naturelle sur ces horizons temporels-là. Mais éventuellement, ça pourrait être faisable. Donc, la figure en haut ici, c'est la quantité de biomasse brûlée. Dans le fond, c'est la quantité c'est l'apport de charbon dans le temps, en moyenne, dans les six lacs. Ce qu'on a dans le milieu en rose, c'est l'intervalle entre les feux en moyenne. Et puis en bas, c'est la figure en vert, c'est comme un indice de taille moyenne ou de sévérité de feu, dans le fond, qu'on déduit des deux courbes. Et puis, ce qu'on note encore ici, dans le fond, c'est vraiment une baisse importante de l'activité des feux depuis 2000 ans sur ce territoire-là. Puis avant ça, c'était vraiment précédé d'une très forte activité de feu. La courbe au milieu, ce qu'on note, dans le fond, ça plafonne vers le bas. Dans le fond, on a un intervalle de feu long, ensuite un déclin rapide, puis ça plafonne. Ça, le plafonnement est probablement dû à une limite de ce type de données-là où les intervalles de feu très courts, c'est impossible de les extraire parce que dans le fond, la résolution des sédiments nous permet pas d'aller chercher des intervalles de feu très courts. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler dans les années futures à essayer de régler. Et puis, la taille moyenne des feux, ben, c'est assez stable, dans le fond, ce qu'on peut voir ici. Et puis, bon, à chaque fois, dans le fond, quand on développe ce type de données-là, on s'assure aussi que ce qu'on observe n'est pas nécessairement un biais méthodologique. Donc, ça, c'est juste un cas où on est en mesure de valider que ce qu'on observe dans les dernières décennies, la faible activité des feux est quelque chose de vraiment réel. Donc, ici, dans le fond, c'est l'intervalle de feu qu'on observe à partir de cicatrices qu'on regarde analyser sur les pins gris, donc les cicatrices de feu. Et on voit que, dans le fond, là, il y a vraiment un allongement d'intervalle moyen entre deux cicatrices dans le temps. Et puis le cycle de feu qui est à partir de la datation des peuplements forestiers sur tout le territoire, où vraiment on voit un allongement important du cycle de feu depuis quelques décennies. Donc, ce qu'on s'intéressait aussi, c'était est-ce qu'il y avait un lien encore ici aussi avec les températures, sécheresse et tout le tralala, là. Et puis, donc, dans le fond, la figure en haut, c'est les températures moyennes qui sont constituées à partir de proxy, mais aussi de simulation. Donc, l'idée maintenant derrière ça, c'est qu'on connaît, dans le fond, on sait qu'il y a plusieurs gens qui travaillent aux reconstitutions des températures à partir de données polyniques partout dans le monde, mais des données polyniques, il n'y en a pas partout. Puis au Canada, en général, on n'est pas super couvert. Donc, ce que les gens font maintenant, c'est qu'ils utilisent des modèles climatiques pour aller remplir les endroits qui n'ont pas de données polyniques. Ils vont faire du gap filling avec la simulation numérique. Et puis ensuite, ils vont utiliser ça pour faire des reconstitutions climatiques. Donc là, on a des données qui sont beaucoup plus précises au niveau des températures passées. Et puis, ce qu'on observait, c'est qu'il y avait quand même une bonne corrélation avec les températures antérieures puis l'évolution générale. Ensuite, comme on est à l'écotone boréale, prairie, ben, oui, l'idée derrière ça, j'avais vu un article, par exemple, en Afrique, puis là, c'était dans PNAS, puis ça montrait les changements d'écotone là, africains, puis tout ça. Puis là, c'est comme, ah, c'est fascinant, on devrait être capable de trouver ça, mais pas pantoute, dans le fond. Là. C'est comme des horizons trop courts, nous autres, pour ce qu'on a. Mais par contre, on a quand même un changement important. Fait qu'on est passé dans la zone, on est passé après des glaciations à une forêt complètement boréale fermée. Et puis rapidement, on a eu une ouverture du territoire qui s'est développée en friche à chêne et à pin. Fait qu'avec une forte concentration de graminées. Fait il y a vraiment eu une importante, mettons, une perte de couvert forestier assez majeure pendant au moins 2-3 000 ans. Et puis ensuite, avec le refroidissement climatique, graduellement, la forêt boréale est redevenue en place. Et puis, on s'est intéressé aussi à regarder est-ce qu'il y avait un lien, par exemple, parce qu'on entend beaucoup parler, surtout chez nous, là, le lien entre la relation autochtone, l'utilisation des territoires, puis ce qui en faisait au niveau des feux, puis tout ça. Et puis, dans le fond, on trouvait plutôt que d'avoir une relation entre la densité autochtone puis
l'activité des feux qui serait plus importante et un effet sur la végétation, c'était plutôt l'inverse. Plus il y avait de feux, moins la densité de population était importante. Fait que c'est assez connu aussi quand la période de grand feu s'est mise en place. Il y a vraiment des écrits avec des changements portant sur des changements, par exemple, d'utilisation des outils. Puis ça, c'était vraiment vu comme une catastrophe. Puis les Autochtones ont fui ce territoire-là. Fait que ça a été plutôt à l'envers de ce qu'on croyait. Et puis la dernière portion que je voulais présenter, c'était les travaux qui sont en cours au niveau d'essayer d'encore détailler de façon encore plus fine ce qui s'est passé au niveau des changements de végétation au niveau de la forêt boréale coniférienne chez nous. Donc, on parle dans le fond du territoire qui est Baie-James jusqu'en Abitibi, qui était entre autres touché par les feux de 2023, qui sont illustrés ici en rouge. Donc, dans ce cas-ci, on a échantillonné de plus de 17 lacs. On a non seulement juste les pollens et les charbons, mais on a aussi ramassé toutes sortes d'autres proxys pour faire des reconstitutions de température. On a des niveaux d'eau aussi qui ont été reconstitués pour essayer d'avoir un portrait vraiment global de tous les changements qui ont été connus. Donc, si j'ai la figure, dans le fond, est divisée en 3 composantes, comme j'ai présenté tantôt. Donc, on a ce qui est en très haute fréquence, là, c'est la quantité c'est l'apport de charbon dans le temps, en moyenne dans les 17 lacs. La courbe qui est plus haute, très lissée, c'est la quantité de feu par période de 1000 ans. Donc, ce que j'avais présenté tantôt auparavant. Et puis ici, on a la taille de moyenne des feux. Et puis là, c'est vraiment encore plus précis vu qu'on a de plus en plus de lacs. Vraiment, les changements sont assez flagrants. Donc, on a vraiment encore toujours cette période de très forte activité de feu, dans le fond, puis de brûlage de biomasse durant la période, mettons, 6000 à 4000 ans environ avant aujourd'hui. Et puis par la suite, un fort déclin. Par contre, ce qui a vraiment attiré notre attention cette fois-ci, c'est au niveau de la taille moyenne des feux, qui est taille beaucoup plus petite durant l'Holocène moyen, puis récemment durant les 2-3 000 ans, là, vraiment une forte progression. Et puis il y a vraiment une accélération encore durant les 1000 ans et même 250 dernières années, là, la taille moyenne des feux qui a pris encore un coup vers le haut. Puis on a essayé de mettre ça en perspective avec ce que je mentionnais, les proxys climatiques, les températures ici qui sont un peu en milieu, là, après ça les niveaux d'eau, puis la portion qui était plus nouvelle dans ce cas-ci, c'était de regarder les changements climatiques saisonniers qui sont fournis par les simulations d'un Earth System Model, Trace 21K. Et puis, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces simulations-là, ce qu'on a fait un downscaling, puis on les a intégrées dans un modèle d'écophysiologie pour un peu simuler l'impact que les changements d'humidité atmosphérique ont eu sur la quantité d'eau dans le sol, puis éventuellement donc du combustible qui était sur place, donc la quantité d'humidité dans le combustible ou dans le sol, sachant que plus plus la matière organique elle est sèche, plus le feu va être important. Ce qui est en haut, c'est le déficit de pression atmosphérique en estival. En fond, la deuxième courbe, c'est au printemps, donc la sécheresse atmosphérique printanière. Ce qui est les 2 courbes du milieu, c'est la disponibilité en eau dans le sol, donc en été. Et puis ici, vous avez au printemps. Et puis donc, l'histoire qu'on peut raconter derrière ça, c'est qu'un, c'est à peu près certain dans le fond que les conditions estivales sont de moins en moins propices au feu pour la période, mettons, 3000 ans environ, juste à début de l'ère industrielle, par exemple. Pour l'Est du Canada. Donc, c'est autant bien raconté par les simulations que par les proxys de température et de niveau d'eau. On voit entre autres les niveaux d'eau qui sont de plus en plus hauts. Ce qu'on a comme nouveau comme information, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau printanier. Par exemple, au printemps, on voit vraiment le déficit de pression-vapeur. Il prend une hausse depuis quelques millénaires avec une forte accélération depuis 250 ans. Puis dans le fond, c'est assez bien aligné avec ce qu'on connaît, par exemple, les forçages orbitaux, puis les changements dans les amplitudes saisonnières. Avec les forçages orbitaux, depuis les derniers millénaires, dans le fond,
le rayonnement diminue en été puis augmente au niveau de la saison froide. Donc, c'est un peu ce qui est observé dans les représentations du déficit de pression-vapeur qui est fortement influencé par les températures. Et puis, ce qu'on observe, c'est que justement, donc, le déficit de pression-vapeur puis la quantité en eau dans le sol durant l'été corrèlent très bien avec la quantité de biomasse brûlée annuellement, en moyenne. Mais c'est vraiment au niveau printanier que là, ça a le plus d'influence sur la taille. Donc, c'est comme si, dans le fond, les conditions printanières affectent la taille, mais le nombre total de feux, au final, est déterminé par ce qui se passe durant l'été. Ça, c'est fait. On a regardé donc au niveau végétation, qu'est-ce qu'il en était aussi. Et puis là aussi, il y a des choses quand même intéressantes qui sont sorties. Donc, tantôt, je parlais de la première étude qu'on avait sortie en 2013, où on voyait une néoboréalisation il y a 2-3 000 ans. Donc, on l'observe ici aussi. Donc, on avait des populations de bouleaux qui étaient beaucoup plus denses durant l'Holocène moyen et beaucoup moins importantes actuellement. Donc, on le voit avec la concentration pollinique de Bétula qui est en diminution. Et puis l'autre chose qu'on voyait qui est importante, c'est le sapin, idem. On a la même chose, une perte de concentration pollinique, donc une réduction des populations. Et puis l'épinette, on a plutôt une augmentation. Puis ce qui est vraiment bien sorti, c'est au niveau du pain gris, qui a une forte augmentation, puis notamment durant les 250 dernières années. Et puis une très forte corrélation avec ce qui se passe au niveau de la taille moyenne des feux. Donc, un peu ce que l'étude suggère, c'est que depuis 2000 ans environ, puis encore plus depuis 250 ans, les conditions printanières amènent un système qui est beaucoup plus pyrogénique qu'il ne l'était dans le temps. Et puis, ce qui est un peu pas rassurant, dans le fond, c'est que si on regarde ce qui nous a amené là, c'est une évolution d'à peu près en moyenne 1,8 hectopascal de changement de VPD depuis environ 6000 ans. Puis ce qu'on anticipe pour le futur, c'est dans ce territoire-là, c'est plus de 5 unités de changement. Donc, on peut, une petite règle de 3, c'était comme pas trop rassurant. Puis dans le fond, c'est ça. Fait qu'un autre volet de la recherche que je fais, c'est avec l'analyse d'Andrew. Donc, encore là, on est un peu dans l'historique, mais un peu plus récent. Puis l'idée, dans le fond, c'était d'essayer de mieux comprendre quel est l'impact des changements climatiques sur la croissance, mais c'est plus de façon à développer un peu des produits pour essayer de mieux, ce qu'on appelle en anglais, faire du benchmarking sur les modèles de prédiction, notamment que ce soit les DGVM ou les Earth System Model et tout. Donc, on ne connaît pas beaucoup de produits qui permettent de tester la sensibilité du climat sur la croissance de façon à les valider. Par exemple, nous, ce qu'on avait développé à l'époque, Stanley, là, on avait très peu de données qui permettent de tester la représentation, par exemple, de la sécheresse dans ces modèles-là, ou du froid, ou peu importe que ce soit, sauf ce qu'il y avait peut-être comme faible donnée à l'époque, qui était les taux reflux, mais sinon, c'était surtout du cas par cas qu'on avait quelques connaissances qu'on mettait ensemble. Donc, par exemple, en premier, la première étude pan-canadienne qui est un peu qui m'a inspiré, dans le fond, à poursuivre, c'était, dans le fond, l'étude de Conrad Gajewski qui est encore à l'Université d'Ottawa, mais ils avaient utilisé les bases de données internationales sur l'air d'Andrew pour essayer de faire une estimation des changements de croissance au Canada. Donc, il avait divisé le jeu de données en deux types. Donc, ceux qui étaient de très longue portée temporelle et puis les autres données qui étaient, je pense, qui couvraient les 200 dernières années. Et puis, ils ont regardé les tendances à travers ça. Et puis, ce qui était sorti déjà, c'était une augmentation de la croissance pour l'ensemble canadien. Donc, en fond, ils ont juste fait une analyse en composantes principales sur le jeu de données. Et puis, ce qui est ici illustré sont l'axe 1 puis l'axe 3 de ce jeu de données-là. Et puis, donc, le premier axe, qui normalement représente la moyenne de l'ensemble du jeu de données, donc, globalement, montrait une augmentation de la croissance forestière des arbres, dans le fond, au Canada, jusqu'à récemment des années 70 à peu près, où là, il y a un déclin.
Le deuxième axe, le troisième axe, c'est celui qui représente plus l'Est canadien, surtout axé sur le Québec. Et puis, dans le fond, normalement, les deux se superposent un de l'autre. Fait qu'on peut prendre celui-là puis le superposer à lui. Et puis, ce qu'elle nous montrerait, c'est que dans l'Est, on a un déclin qui est plus important qu'ailleurs. Fait que, dans le fond, c'était déjà intéressant de savoir. Mais le problème avec ce jeu de données-là, c'est que dans le fond, c'était un ensemble de données qui étaient récoltées surtout pour faire des reconstitutions climatiques. Donc, des jeux de données des arbres qui sont souvent dans des endroits très limitants, la croissance est très faible. Ça peut être des espèces qui ne sont pas nécessairement représentatives d'un écosystème en particulier. C'est des écosystèmes exceptionnels. Par exemple, quand je faisais mon doctorat, c'était mon but d'aller échantillonner des arbres de 200-300 ans pour faire des reconstitutions des sécheresses. Puis le plus souvent, je me retrouvais dans des écosystèmes exceptionnels qui sont juste aucunement représentatifs de ce qui existe. Fait que c'est fortement biaisé. Et puis ensuite, ben, comme je mentionnais, ce sont des vieux arbres. C'est pas représentatif du tout des jeunes forêts. Donc, ça fait depuis presque 15 ans, plus que 15 ans, dans le fond, presque 20 ans qu'on développe des jeux de données au SCF, dans le fond, avec l'intégration de la dendro dans l'inventaire forestier national. Donc, au début des années 2000, en 2001, je pense, il y a eu l'établissement des placettes NFI, et puis ils ont commencé à ramasser des carottes qu'ils ont envoyées au labo. Et bon, avec le temps, ça a pris presque 10 ans à tout amener un produit finalisé avec ça. Et puis, par la suite, il y a eu d'autres initiatives qui ont permis de grossir la base de données. Donc là, on continue toujours de ce côté-là. On est passé, là, à l'époque, c'est quoi? On avait 900 placettes avec 2-3 arbres dans chacune. Puis aujourd'hui, on est rendu à plus de 5000 sites on est rendu à 70 000 arbres, je pense, quelque chose comme ça, là, dans la base de données. Puis normalement, c'est des données qu'on considère quand même assez bien, de qualité quand même correcte, là, je dirais pour au moins 85 des données. Là, il y a peut-être un 15 que là, c'est pas si facile que ça. Le problème étant que dans certaines régions, certaines espèces sont si peu représentées que c'est juste impossible de vraiment s'assurer que la qualité est bonne. Fait que dans ce cas-là, c'est comme un peu des échantillons flottants là, que j'appellerais. Mais sinon, globalement, c'est quand même assez bien. Fait que ce qu'on fait comme produit, ben, c'est des cartes des anomalies de croissance. Fait que ça, on avait déjà fait une première version dans un article en 2016. Puis là, on est en train de mettre à jour ces choses-là. Fait que dans le fond, à chaque année, on est capable d'avoir des représentations des anomalies, à savoir ce que la croissance était sous la normale ou par-dessus la normale sur un certain territoire, à quelle année. Donc, par exemple, ici, c'est différentes années qui sont représentées. Puis, on voit très bien, par exemple, la progression de la tordeuse dans les années 70-80. La carte aussi de 1962 au Manitoba, ayant fait mon doctorat là-bas, je connaissais très bien cette année-là, de 1962, mais là, c'était quand même vraiment le fun de voir l'étendue du territoire qui était vraiment affecté par cette anomalie de croissance-là. Fait que ceux qui ont fait beaucoup de mesurage, ils trouvent ça comme intéressant. C'est comme, ouais, on reconnaît ça, 1994. C'était une année aussi. Il y a des cernes de repères comme ça qu'on reconnaît bien. Fait que, et puis, l'article sur lequel on penche, c'est un peu à regarder les tendances de croissance là, depuis 1950 à aujourd'hui. Et puis, ben, jusqu'à maintenant, les produits qu'on a développés démontrent pas nécessairement de gains de croissance, mais plutôt des pertes. Donc, là, la carte ici, tout ce qui est en rouge, dans le fond, c'est des analyses de tendance avec des modèles mixtes. Puis ce qu'on observe, c'est des pertes de croissance quand même importantes là, depuis 1950 sur presque tout le Canada. Donc tout ce qui est rouge, essentiellement, est en déclin de croissance de ce que les analyses révéleraient. L'autre aspect qu'on travaille beaucoup sur, c'est le lien entre la croissance et la sécheresse et le froid. L'idée étant chez nous, on avait comme nos modèles climatiques qu'on utilise, pas climatiques, mais de dynamique de végétation. Par exemple, LPJ, LM Fire, il y a Stanley, puis on en utilise plein. Mais on n'avait aucun produit pour essayer de voir est-ce que ces produits-là estiment bien, par exemple, l'impact de la sécheresse sur la productivité. Est-ce qu'on par exemple, est-ce que tout ce qui est en lien avec, par exemple, le late spring frost, est-ce qu'on représente bien ces phénomènes-là? Est-ce que c'est si important que ça ou non? Donc, c'est un peu
ça qu'on a tenté de développer. Donc aussi, l'année passée, on est arrivé avec un autre article où on a étudié un peu la relation entre la croissance pan-canadienne puis les différents facteurs de sécheresse, que ce soit déficit de pression-vapeur avant année en cours, l'humidité dans le sol avant année en cours, même chose. Et puis, donc, on est capable de faire une représentation spatiale, puis aussi de regarder si, au niveau des espèces, est-ce qu'il y a des changements, de tester certaines hypothèses liées à la biogéographie. Donc, ce qui sortait principalement, ben ça, c'est pas nouveau, dans le fond. Là, on s'attendrait bien à ce que la quantité d'eau dans le sol ait une influence sur la croissance lorsque c'est sec. Là, donc, partout dans l'ensemble ouest-centre canadien, là, c'est quand même assez rouge. Ailleurs, ben, il n'y a pas trop de choses notables. Ce qui était vraiment ressorti, par contre, c'était le déficit de pression-vapeur de l'année d'avant la croissance. Donc, durant la période de mise en réserve des carbohydrates non structurants, le déficit de pression-vapeur a vraiment un impact important. Donc, puis ça, c'était pas attendu nécessairement de cette façon-là, mais c'est quand même important. Puis au niveau des espèces, ben, on a roulé comme une série de modèles, puis regardé un peu quels sont les facteurs qui influencent un peu ces sensibilités-là. La première chose, c'est vraiment l'espèce, puis il y a certaines espèces qui sortent de façon très, très forte. Là. Par exemple, l'épinette d'Engelmann, là, vraiment, ben, c'est son écotype particulier, c'est son type, je veux dire, son environnement particulier très montagneux qui est probablement responsable de cette réponse très forte, autant au niveau déficit de pression-vapeur que la quantité d'humidité dans le sol. Mais ensuite, on voit, par exemple, le pin gris, le Lodgepole Pinus contorta aussi, qui est aussi très fortement impacté par le froid. Donc, ils n'aiment pas quand c'est froid. Puis, on a le bouleau et le peuplier qui, eux, c'était le contraire. Fait qu'il y a des espèces comme ça qui sortent assez bien. Et puis, une des hypothèses qu'on voulait tester, c'était à savoir est-ce qu'il y avait des relations entre les gradients de température et précipitation sur la distribution de la sensibilité à sécheresse, au froid et à travers les espèces. Puis, en fait, il n'y en a presque pas. Donc, c'est un peu, dans le fond, l'analyse ici qui avait été faite, c'est qu'on s'attendait à ce que les couleurs bleues soient très fortement accentuées sur la gauche, qui sont l'impact qui sont la relation entre les gradients climatiques et puis la sensibilité aux différentes variables climatiques. Et puis, non, dans le fond, tout ce qui sortait, c'était surtout lié à la taille des arbres. Donc, les arbres qui étaient plus petite taille étaient plus influencés par le déficit de pression-vapeur, puis à mesure que la taille est grande, plus on voit une influence de la quantité d'humidité d'eau dans le sol qui ressort. Donc, avec euh, la maturation du peuplement, dans le fond, il y a une plus grande influence au niveau de l'humidité dans le sol, puis c'est assez cohérent avec les modèles hydriques là, d'utilisation de l'eau. Ce que ça apporte, par exemple, comme questionnement, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de relation avec les gradients climatiques. L'idée étant que on s'attendrait à ce que, par exemple, les populations qui sont distribuées à leur frange sud d'aire de distribution soient plus sensibles à la sécheresse, puis celles qui soient au nord soient plus sensibles au régime thermique, à température allongement de la saison, mais c'est pas ça qu'on retrouve pour la plupart des espèces puis des cas qui sont... Il y en a qui ressortent quelques-uns. Je pense qu'on en a relevé 6, 8, je me souviens plus, mais sur la quantité de variables qu'on a étudiées, c'est très peu. Fait que ce qui nous a mené à quand même à considérer la plasticité puis l'adaptation locale et puis tout ce qui est les génotypes. Donc, ça, on a quand même une panoplie de travaux qui ont été faits depuis presque 10 ans avec, comme je mentionnais, avec Jean Bousquet, avec Nathalie Isabelle, Patrick Lenz, Isabelle Schein. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans ces travaux-là, des étudiants aussi. L'idée derrière nos travaux, essentiellement, c'est l'étude des jardins communs. Donc, ceux qui connaissent bien, c'est un dispositif expérimental où on a des blocs qui sont des réplicas qui sont installés, puis dans chacun des blocs, on a des placettes qui sont des provenances différentes d'une espèce donnée. Donc, je pense que celui-ci, c'est le dispositif de Chibougamau, où on a plusieurs provenances qui proviennent de toute l'aire de répartition de l'épinette noire. Et puis, on a plusieurs réplicas de cette phase. Je pense que c'est 6 réplicas pour chaque
populations. Et puis, ça permet d'étudier un peu la performance des populations dans des environnements contrôlés. Puis ces jardins-là sont répétés un peu partout au Canada. Il y en a plusieurs. Et puis, à chaque année, dans notre groupe, à chaque année, on réussit à échantillonner un nouveau jardin. C'est quand même assez long comme procédure. À chaque fois, on parle de plusieurs milliers d'arbres. On fait l'analyse de la largeur de cernes. Il y a le phénotypage, il y a la densité des cernes aussi. Il y a des inventaires forestiers parce qu'on a la largeur, le DHP, on a la hauteur des arbres, on a la statue de l'arbre. En tout cas, il y a toutes sortes de mesures qui sont prises. Et puis, à travers ça, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un peu la relation entre le climat et la croissance des arbres depuis l'établissement de ces peuplements-là. Et puis, ce qu'on a fait récemment, c'est de regarder un peu est-ce que des populations qui performent mieux que des populations locales. Donc, si on est, par exemple, à Chibougamau, on a des populations qui proviennent de partout de l'aire de distribution. On peut s'attendre à ce qu'il y ait de l'adaptation locale à certains endroits pour un climat particulier qui nous conférait des avantages dans le climat qui change en ce moment. Et puis, c'est ce qui est un peu illustré ici. Donc, on a 4 jardins qui ont été étudiés dans cette étude-là. Donc, en Alberta, on a celui de Mont-Laurier, Chibougamau, puis on en a un autre dans les Maritimes. Et puis, dans le fond, ce qu'on observe, c'est que on observait déjà que, par exemple, à Chibougamau, on était déjà découplé. Dans le fond, la croissance n'était déjà plus adaptée au climat local. Et puis, ce qu'on observait, c'est que si on plantait une population qui provenait des Maritimes, la croissance était meilleure que la population locale. Puis, on a utilisé ce concept-là, puis on l'a projeté dans le futur pour regarder, OK, dans un climat changeant, si par exemple on est en 2050 ou en 2100, et puis qu'on plante ces mêmes populations, est-ce qu'il y en a des populations qui vont déjà nous donner comme une espèce d'avantage ou qui vont un peu, par exemple, contrecarrer les déclins de croissance qu'on pourrait observer si on était dans cette époque-là? Et puis, donc, l'idée, c'est d'un peu bouger les populations. Puis, ce qu'on a observé, dans le fond, c'est que dans les maritimes, les provenances sont assez bien performantes pour l'ensemble de l'aire de distribution, mais euh, ils vont pas nous aider à apporter plus de gains partout. Il y a juste à Chibougamau, dans le fond, que là, si on plantait, peu importe la période, si on plantait des provenances qui provenaient des maritimes, on aurait un gain presque assuré tout le temps au niveau de la croissance, de la productivité. Mais par contre, dans les autres jardins, c'est un peu ce qui est ici. Donc, dans le fond, chez Bougamo, on est ici, on a les populations locales. Si on plante des populations qui proviennent des maritimes, on augmente, mais après ça, ça plafonne. Mais on voit que partout ailleurs, il n'y a presque pas de population qui pourrait nous aider à contrecarrer les grains, les pertes de productivité qui sont anticipées. Donc, si je refais mon message plus clair, là, c'est que dans le fond, partout dans la distribution de l'épinette noire qu'on a étudiée, dans le fond, dans tous les sites, il y a des pertes de croissance qui sont anticipées, puis il n'y a aucune population de l'aire de distribution qui semble être en mesure de venir compenser ces pertes-là. Mais il y en a des populations qui permettraient de faire un compromis, d'être peut-être pas trop pire au niveau des pertes. Donc, c'est un peu ce que je voulais montrer. Puis que, ben, pour finir, dans le fond, là, en ce moment, sur lequel on travaille, ben, comme je mentionnais, il y a beaucoup de problématiques au niveau de la paléo avec l'analyse des intervalles en feu ou le nombre de feux par décennie, par millénaire, peu importe, la façon dont on la regarde, du fait que la résolution n'est pas très bonne. Fait que là, dans le fond, c'est de s'attaquer un peu à ce problème-là. Puis éventuellement, ça va demander un niveau probablement une intégration de plusieurs types de données pour essayer de développer des modèles plutôt statistiques pour essayer de convertir les mesures polliniques qu'on a, puis de charbon qu'on a en mesures plus précises au niveau des indicateurs comme l'intervalle entre les feux, mais aussi, par exemple, avoir des mesures plus précises, quelle était la biomasse forestière qu'on pourrait estimer à partir de la paléo comme ça. Donc, en couplant des inventaires forestiers, satellitaires et tout ça. Et puis l'autre portion, c'est peut-être d'intégrer un peu plus là, ce qui s'en vient au niveau de l'adaptation des arbres dans les modèles. Mais en ce moment, bon, Earth System Models, eux, c'est purement un trait fonctionnel qu'ils vont paramétrer dans
dans leur modèle. On n'est pas du tout là, mais par exemple, on peut penser que dans des modèles comme dans Stanley ou Landis, plutôt que d'avoir une seule espèce, on pourrait paramétriser des populations qui sont localement adaptées, puis bouger un peu, déplacer ces populations-là à sa convenance. Fait que là, c'est peut-être un peu là que dans les prochaines années, avant ma retraite, là, je reviens à ce que je disais au début. Fait que c'est ça. Puis ça, ben, ça s'est pas fait tout seul, hein, c'est un paquet on est quand même une grosse équipe chez nous avec le laboratoire, puis technicien, puis tout ça. Fait que il y a beaucoup de gens à remercier dans ce que j'ai fait dans ma carrière. C'est ça. J'ai fini. Bon, ben merci. C'était tout pour la présentation. C'est la dernière conférence de la saison. Prochaine session d'automne, on va continuer avec notre série de conférences.